Donc, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans l'édition traditionnelle. Bon, je ne l'ai pas fait tout de suite, j'ai pris mon temps, j'ai regardé ce qu'il y avait autour de moi et les maisons d'édition qui pouvaient aussi me correspondre. Je ne voulais pas me lancer dans n'importe quoi, histoire de dire je suis en maison d'édition. Donc vraiment, j'ai pris mon temps, j'ai regardé ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Je suis très présente sur les réseaux sociaux, sur notamment Facebook, Instagram et Twitter. Donc j'observe beaucoup et je regardais un petit peu les maisons d'édition qui parlaient de leurs auteurs. Je voyais un petit peu comment ils en faisaient de la pub, comment ils vendaient leurs livres. Et puis, je suis tombée sur cette maison d'édition qui parlait beaucoup de ses auteurs, qui avait l'air très, très humaine. Donc, je les ai suivis pendant plusieurs mois, à regarder un petit peu comment ça se passait, à voir leurs sorties, voir le type de livre qui sortait. Et puis, j'ai eu un coup de foudre sur cette maison d'édition. Donc, on s'est contactés parce qu'ils me suivaient également sur Internet. Et je leur ai envoyé mon 3e roman. Et puis, au bout de quelques mois, ils m'ont recontacté avec un contrat. Donc, j'étais ravie. J'imagine. Et est-ce que c'est compliqué de passer de capitaine du navire à matelot, quelque part? Absolument. En fait, c'est ce que je voulais à la base. Et puis, quand vraiment le moment est arrivé et que j'ai signé le contrat, je me suis dit, bon, alors maintenant, il va falloir leur faire confiance parce que ça va être eux les capitaines maintenant. Et moi, comme tu dis, je vais être le matelot. Donc, c'est vrai que j'ai eu un petit peu peur au début. Mais bon, j'avais une certaine confiance par rapport à ce que j'avais vu, Peur ce de qu'ils faisaient leur quoi? couverture. Comment? Peur de quoi? Qu'on te dise de recommencer en te disant non, c'est mauvais, il faut que tu recommences? Ou peur de Non, quoi? alors c'est pas ça qui me faisait peur, c'était plus qu'on décide des choses sans vraiment tenir compte de mon avis, notamment la couverture ou des choses comme ça, des changements que je n'avais pas forcément acceptés. C'est ça qui me faisait peur. Je me disais, si la couverture ne me plaît pas, comment je vais Voilà. Alors, ce vendre qui est mon rigolo, livre? c'est que toi, c'est un peu les choses annexes qui te font peur. Parce qu'en fait, le plus important, c'est quand même le texte. Toi, c'est plus la couverture qui te faisait peur plutôt que de faire des corrections sur le texte. Alors, parce que je me doute quand même que les maisons d'édition, qu'elles soient petites ou grandes, elles ont quand même un respect pour l'auteur et son texte, et que si elles l'ont choisi, c'est qu'elles l'apprécient. D'accord. Donc, je ne me suis pas dit, ils vont tout changer. Je me suis dit, ce n'est pas leur intérêt, sinon ils ne m'auraient pas choisi. C'est plus dans ce sens-là. Donc, c'est plus effectivement les à côté qui me faisaient peur au début. Et puis, D'accord. c'est vrai que j'ai eu tout de suite confiance et ils m'ont tout de suite mis à l'aise en me disant, c'est vous qui aurez la décision finale. Donc, ils m'ont vraiment mis à l'aise assez rapidement. Alors maintenant qu'on a posé un peu les bases, ton parcours, la maison d'édition, l'auto-édition à l'édition, on va rentrer dans le vif du sujet qui est ton roman. Alors tu as choisi un roman choral. Alors, déjà, le roman choral, c'est pas le plus facile, je trouve. Et en plus, tu t'es mis une difficulté supplémentaire. Tu nous as fait ça sur 3 époques différentes. Pourquoi? Est-ce que c'était un déroulé logique par rapport… Alors, pour qu'on cerne bien, pour que les gens comprennent bien, c'est pas un polar, c'est pas de la blanche entre deux, puisqu'il y a quand même une enquête policière, mais c'est beaucoup de la blanche quand même. Et donc, sur 3 époques différentes. Pourquoi 3 époques? C'est se mettre une difficulté Alors, ça a été une évidence quand l'histoire m'est venue parce qu'il fallait que ce soit sur 3 époques et il fallait qu'il y ait un lien entre ces femmes. Mais il fallait qu'elles soient vraiment différentes, qu'elles aient un lien, qu'elles aient une seule chose en commun, mais qu'elles ne soient pas du tout dans les mêmes époques. Et comment j'ai choisi ces époques-là? C'est très simple. Je suis une fan inconditionnelle voilà, de la fin du 19e siècle. C'est une époque qui me fascine, que j'admire totalement. Et j'ai lu beaucoup de livres sur cette époque. Donc, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que Suzanne soit de 1890. Les années 80, bah, c'est toute mon enfance. Donc, j'ai beaucoup de souvenirs de ces années-là et avec tendresse. Et du coup, je pouvais vivre facilement cette époque et faire sortir des choses qui étaient de cette époque parce que c'était toute mon enfance et mon adolescence. Donc, c'était plutôt facile. Et puis, voilà, il fallait aussi que ce soit de nos jours pour que les gens s'y retrouvent quand même et qu'ils aient voilà, une notion, un aspect de temps qui les concerne aussi. Alors, 3 femmes, 3 destins, et j'ai envie de dire, donc 3 personnages principaux. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a aussi un 4e personnage principal qui est la maison. Parce que tout au long Absolument. de l'histoire, sans trop dévoiler tout, il y a un personnage très important qui est cette maison. Donc, il y a encore aussi dans ton roman l'histoire de la mémoire des murs. Est-ce que toi, personnellement, tu as un rapport particulier avec la mémoire des murs? Ah oui. Et c'est pour ça aussi que ce personnage principal est une maison, parce que moi, je suis très dans les souvenirs. Voilà, je retourne vers le passé avec tendresse à chaque fois. Et pour moi, c'est important, l'histoire des murs, ce qui s'est passé dans une maison, etc. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et moi, mais la maison de mon enfance, je me rappellerai toujours. C'est des odeurs, c'est des sensations. Et ça, c'est très important pour moi. La famille est très importante pour moi. Donc, tous les souvenirs que j'ai dans des maisons, c'est impérissable. Ouais, parce qu'on peut dire un peu que
un dérivé d'une saga familiale, parce qu'il y a quand même beaucoup question d'histoire de famille à 3 époques différentes. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est que je me suis dit quand même, elle est très forte, parce que donc tu alternes les époques. Comment peut-on passer d'un vocabulaire des années 2020-80 et revenir à la fin du 19e siècle? Est-ce que ça a été une contrainte pour toi d'utiliser? Parce que je me dis, à un moment donné, elle va se trahir. Elle va garder le vocabulaire. Eh ben non, jusqu'au bout, Linda a gardé le vocabulaire du 19e siècle et c'est très réussi. Est-ce que ça a été compliqué dans la construction Merci. et dans l'écriture? Ça me fait plaisir que tu penses que c'est réussi parce que c'était vraiment un très, très gros travail, notamment de recherche sur l'époque, etc., pour le langage, parce que ça a été très, très difficile. Effectivement, ce n'est pas un langage qu'on utilise au quotidien. Donc, beaucoup, beaucoup de travail de recherche. Ce que j'ai essayé de faire, c'est quand j'ai eu l'histoire en tête du début, milieu jusqu'à la fin, j'avais vraiment mon plan déjà à la base. Et du coup, ce qui a pu me permettre en fait de voyager dans une époque du début à la fin. C'est-à-dire que j'ai pas alterné entre les époques comme tu le penses. C'est plutôt que j'ai été du début à la fin dans chacune des époques, ce qui m'a permis de m'aider à pas me sortir à chaque fois du langage pour revenir dans une autre et de m'y perdre. Donc, du coup, mais effectivement, j'ai fait un premier jet pour l'époque la plus éloignée, 1890. Et il y a eu, je sais pas, 50 jets avec retravail du vocabulaire, recherche. Voilà, donc ça a été vraiment un gros travail et sur Internet et en bibliothèque pour lire des livres, pour m'imprégner de ce qu'ils disaient à l'époque, de leurs expressions, de leur façon de vivre aussi, parce qu'il fallait aussi quand même décrire ce qu'il y avait autour. Ce n'était pas que les personnages, donc il ne fallait pas que je me trompe aussi là-dessus. Alors moi, je me suis posé une question pendant la lecture, c'est que ton premier personnage, c'est Suzanne, donc, qui est au 19e siècle, est femme de chambre. Lise, non, Agnès, pardon, c'est Agnès, hein, en 1900, En 1980, c'est Lise. Et Lise, voilà, elle est infirmière, et la dernière, donc Agnès, est styliste. Est-ce que ces choix de métier ont vraiment une importance ou pas du tout? Alors, ce n'est pas vraiment important. Je voulais juste qu'elles aient vraiment 3 caractères bien trempés, mais bien différents, et qu'elles soient de générations aussi différentes. Je voulais vraiment qu'elles aient un seul lien, et pas qu'elles se ressemblent, et pas qu'elles aient le même âge, et pas qu'elles fassent les mêmes choses. Donc, je voulais vraiment qu'elles soient différentes et qu'elles aient chacune leurs caractéristiques. Pas de rapport avec le social, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est femme de chambre et puis la dernière, elle est quand même styliste avec un métier qui est quand même, elle évolue dans un monde du luxe. Ça n'a pas d'importance du tout pour toi. Non, c'était pas. Ça s'est fait comme ça parce qu'en fait, Agnès, c'est un personnage qui apparaît aussi dans mes 2 premiers romans et qui était déjà styliste. Donc, c'était une évidence du coup. Il y a quelque chose qui est très intéressant que tu as introduit aussi, alors je ne sais pas si c'est voulu ou pas, c'est, donc on est au 19e siècle, il y a un meurtre. Donc voilà, on va pas dire qui, quoi, comment, pourquoi. Il y a un meurtre et tu nous introduis les débuts de la police scientifique et de la médecine légale. Et ça, moi, ça m'a particulièrement intéressée. Ça t'intéresse toi aussi ou c'était juste pour introduire les codes du polar que tu as mis ces choses-là? Ah, pas du tout, je suis fascinée par les débuts de la police scientifique et cette époque a été le début de la police scientifique, vraiment, je ne l'invente pas, ça a été vraiment le cas et je me suis passionnée à faire des recherches sur comment ils faisaient pour les empreintes à l'époque, les médecins légistes, comment ils apprenaient maintenant à faire les choses qu'on fait aujourd'hui qui nous paraissent évidentes aujourd'hui mais qui à l'époque étaient extraordinaires. Donc, ce policier que j'ai créé est assez avant-gardiste dans ses enquêtes et j'ai aimé me plonger à sa place dans son enquête. Ouais, c'était sympa à faire. Et ce qui est fort, c'est que bon, il n'y a pas que des personnages féminins, il y a aussi des personnages masculins qui ont tous leur importance. Et j'ai trouvé que tu avais bien mené ton histoire parce qu'à un moment donné, tu nous mènes un peu en bateau parce que tu nous amènes sur des fausses pistes. Et ça, j'ai trouvé ça bien foutu et jusqu'à la fin. Parce que le dénouement est vraiment à la fin, donc il faut aller vraiment jusqu'au bout. Tout à fait. Ouais, et c'est vraiment intéressant. Et puis tu nous amènes sur des endroits où on ne s'attendait pas du tout. Donc, est-ce que c'est compliqué, ça, de construire, de vouloir mener des... Bon, j'imagine que c'était voulu de nous amener sur des pistes un peu en disant, ils vont se poser des questions. Ça t'a amusé? C'est un jeu pour toi ou... J'adore faire ça. J'adore mettre les lecteurs sur des fausses pistes. Et là, en plus, il se trouve que je me suis mise moi-même sur des fausses pistes. Voilà, je vais te dire un petit secret, c'est que jusqu'au milieu du roman, le mobile n'était pas certain pour moi. Je savais qui, mais je ne savais pas pourquoi. Et du coup, c'est en ça, dans les premières pages, ça ne se ressent pas trop parce que je ne le mets pas, parce que je ne l'ai pas encore en tête. D'accord. Du coup, c'est arrivé au petit à petit et c'est ce qui fait que ça a changé un peu la fin dans ma tête, dans mon plan. Et ça aussi, ça m'aide aussi à… si moi,
je ne l'ai pas en tête, normalement, le lecteur, il ne pense pas non plus par rapport à ce que je dis, tu vois. Donc, c'est vrai que ça m'a aidé. Et puis, oui, j'aime parsemer des fausses pistes un peu à gauche, à droite. J'aime que le lecteur se dise à la fin, ah ouais, ah non, mais ça, je ne l'ai pas vu venir. Et ça, j'adore quand on me le dit. Et alors, est-ce que justement, tu disais que tu n'avais pas tu as changé changé. Est-ce que ton texte a évolué? Est-ce que tu as changé? Tu as fait un virage à 180 à partir du moment où tu as bien fixé ton mobile ou pas? Alors, ce n'était pas un virage à 180, mais ça a changé quand même deux, trois choses dans l'histoire que j'ai dû adapter. Ouais. Et ça a demandé beaucoup de travail? Oui. Oui, parce que du coup, il faut que tu sois cohérent. Parce qu'il faut vérifier qu'avant, tu n'as pas dit le contraire. Ou voilà, donc, c'est toute une relecture qui est assez compliquée et il ne faut pas se tromper. Et alors justement, comme il y a trois époques différentes, est-ce que tu as écrit d'un coup la première époque, la deuxième époque, ou tu as vraiment fait un mélange bon, tu as dit que toi, tu traversais dans un seul bloc, mais comment tu as fait? Exactement. En fait, il m'est arrivé effectivement de passer d'une époque à l'autre, mais le gros, en fait, j'essayais de continuer du début à la fin sur l'époque où j'étais, vraiment pour m'imprégner de l'époque et pas être perdue voilà, dans les personnages, dans les époques, dans les lieux, dans le langage. Donc, j'ai quand même essayé de faire d'un trait chaque époque. Après, je passais d'une époque à l'autre par rapport à l'intrigue pour être sûre d'être cohérente, mais sinon, ouais, j'essayais de faire d'un trait. C'était plus facile pour moi de le faire comme ça. Et d'ailleurs, dans la dernière époque, 2020, qui est la nôtre, il y a beaucoup d'humour, je trouve, surtout dans les dialogues. Les dialogues sont C'est très, vrai? très dynamiques. Ouais, ouais, je trouve ça amène un peu de souffle parce qu'il y a un moment, on est un peu tendu parce qu'on se dit, mais comme on rentre dans l'histoire et qu'on se dit, qu'on cherche, le lecteur cherche, mais quel est le lien, puisque tu nous annonces qu'il y a un lien quand même entre ces Tout à fait. personnages. On est quand même amené à se dire mais qui, pourquoi, comment. Et je trouve que justement ces dialogues de 2020 apportent un peu de légèreté et nous font respirer. Et après, on repart, on se dit ah, mais où est-ce qu'elle va nous embarquer? Alors justement, je voudrais revenir sur le titre. Le titre Poussière d'étoiles, c'est le nom d'une école de danse. Pourquoi ce titre? Dans ton roman, hein, c'est l'histoire d'une école de danse. Pourquoi tu as choisi Exactement. Poussière d'étoiles? Alors, le problème, c'est que si je t'en parle un peu trop, je vais spoiler un peu l'histoire. Mais pour moi, c'est pareil, ça a été une évidence. Ce titre, il est venu tout de suite. Et c'est après que j'ai appelé l'école comme ça, mais le titre m'est venu d'abord. D'accord. Il concerne voilà, l'un des personnages. Et si j'explique pourquoi, malheureusement, je vais spoiler. Donc, je ne peux Donc, pas on va pas trop en le faire. dire. Mais en tout Non. cas, il m'est venu tout de suite. Ça a été une évidence pour moi, ce titre. Et je suis ravie que la maison d'édition aussi l'ait adoré parce que je l'aurais changé pour rien au monde. Alors, moi, je n'ai pas lu tes deux précédents romans. Est-ce que, bon, moi, ça ne m'a pas gênée. Il y a juste un lieu, donc ça, je t'en avais parlé avant, qui revenait beaucoup, donc je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais, il va se passer quelque chose dans ce lieu, finalement, je ne dis rien. Est-ce que tu vas nous faire une suite ou est-ce que tu vas partir sur autre chose? Parce que tu as l'air bien Alors, pensé, là, quand même. Alors en fait, non, ça va s'arrêter là parce que je viens de terminer mon quatrième roman D'accord. et c'est quelque chose de totalement différent avec des personnages totalement différents. Donc voilà, ça y est, je passe à autre chose. Et dans le style aussi, est-ce que tu vas rester dans la blanche ou est-ce que tu vas revenir au polar? Parce que je crois que ton premier roman, c'était ce qu'on appelle les feel-good books. Le deuxième, c'était Absolument. un polar. Et bon, là, on est un peu dans la blanche mélangée. Tu as voulu tester pour savoir où est-ce que tu étais le mieux ou ça s'est fait complètement par hasard? Tu t'es dit, bon, je vais… Non, parce que j'aime beaucoup les thrillers. Je lis beaucoup de feel-good, mais je lis beaucoup de policiers et de thrillers. Donc j'avais envie de m'essayer à ça, mais à la sauce feel-good, c'est-à-dire voilà, pas trop difficile pour moi parce que c'est quand même compliqué. Des écrivains de thrillers, c'est un métier, hein, c'est vraiment compliqué. Oui, des codes Euh, voilà. Et donc le prochain, non, c'est un feel-good encore. En revanche, je me tâte pour celui d'après, peut-être à me lancer dans le thriller ou le polar, pourquoi pas. Ça me tente. Donc, tu es très prolixe en fait. Tu te projettes déjà tu viens de finir le quatrième et tu penses déjà au cinquième. Toi, Ouais, ouais, j'ai déjà plein d'idées. l'écriture, ça représente quoi pour toi? Ah, c'est un moyen d'évasion extraordinaire. Et puis j'en ai besoin. Depuis que j'ai commencé, j'arrive plus à m'arrêter. Et c'est vraiment un besoin. J'en ai besoin au quotidien. Alors ça m'arrive de ne pas écrire tous les jours. Hein. Je n'écris pas tous les jours non plus. Par contre, j'ai besoin vraiment. Enfin, je scinde vraiment, parce que j'ai un travail à côté. Je travaille dans le marketing, donc toute la journée. Donc je n'écris pas de la journée. Et en fait, vraiment, j'ai un rituel, c'est le soir, quand tout le monde est couché, que tout est calme. C'est là que je commence à m'évader. Quand tu ressens un peu cette certaine inhibition de fin de journée où ton esprit s'évade, tu n'as plus de contraintes au quotidien. Alors là, je m'éclate et là, je peux écrire pendant des heures. Et quel est ton rapport avec la littérature? Est-ce qu'il y a des auteurs qui sont très importants pour toi, qui t'ont donné envie d'écrire?
Oh oui, il y en a plein. Alors, à l'adolescence, là, je vais remonter un petit peu plus loin. J'ai lu un livre qui m'a bouleversée, c'est Les 4 filles du docteur Marsh de Louisa May Alcott. Et ce livre, je me suis dit, j'aurais aimé l'écrire. Enfin, voilà, c'était le courage des femmes à l'époque, des jeunes filles d'ailleurs, hein, c'était jeune. Ça m'a passionnée, ça m'a donné envie d'écrire à l'époque. Donc, j'écrivais, mais vraiment pour moi. Voilà. Puis ado, j'avais mon petit journal intime. Voilà, rien de très élaboré. Et puis, bon, avec les enfants, le mariage, tout ça, j'ai eu très peu de temps. Donc, quand ils étaient petits, j'arrivais plus ni à lire ni à écrire parce que je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je lis 2 à 3 livres par semaine. Je suis une dévoreuse. Et puis, m'est venue vraiment l'envie d'écrire un livre. Et puis, dans mes lectures, alors, j'aime beaucoup je lis un peu de tout, mais en gros, ce que je lis le plus, c'est quand même le feel-good et le thriller. Et j'ai des auteurs que j'adore comme Virginie Grimaldi, qui est mon auteur préféré en feel good. Et puis Maxime Chatham, étonnamment, j'aime ces univers glauques de thriller. Voilà, donc c'est des auteurs qui m'inspirent beaucoup et que j'admire. Et je me dis, waouh, ça doit être quand même génial de pouvoir faire ça tout le temps. Cela dit, en même temps, ça me fait plaisir quand même que ce soit encore voilà, un bonus, un petit plus et que ce ne soit pas que ça, que j'ai mon travail, ça me fait plaisir aussi. Alors, t'aimes Maxime Jatin, mais pourtant, ton crime, il n'est pas violent, quoi. J'allais dire, il est normal. Est-ce qu'on peut dire qu'un crime est normal? Je ne crois pas. Je veux dire, voilà, c'est marrant cette influence. Tu aimes beaucoup Maxime Jatin, mais ça ne se retransmet, ça se voit pas du tout parce qu'effectivement, il est tout à fait, pas simpliste, mais c'est étonnant quand même. Alors non, Maxime Chatham n'est pas simpliste, je me permets. Moi, je dis Non, en ton fait, ce que crime. j'aime. Ton crime. Non, mais j'ai compris, j'ai compris. Non, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est vraiment son côté thriller. C'est-à-dire, oui, j'aime ses univers glauques, etc. Ouais. Mais il y a toujours une enquête extraordinaire, des pistes à gauche, à droite. Et c'est ça que j'aime chez lui. Particulier, ouais. J'adore. Il me perd souvent et que je me dis à la fin, ça, je ne l'ai pas vu. Alors, j'ai une autre question. Toi, tu travailles dans le marketing, donc j'imagine beaucoup avec le digital, beaucoup les ordinateurs et tout ça. Donc, tu as été en auto-édition, tu es sorti en numérique. Est-ce que toi, tu écris avec un stylo ou tu écris toujours sur ton ordinateur? Et pourquoi cette volonté de vouloir passer en papier? Alors, j'écris sur l'ordinateur le plus souvent. C'est vrai que le soir, quand je me mets à Par écrire, je prends mon facilité? PC et j'écris. Comment? C'est plus facile pour toi d'écrire sur l'ordinateur qu'avec un stylo? Ouais, j'écris plus vite en fait sur l'ordinateur parce que j'utilise au quotidien 8 heures ou 10 heures par jour. Donc, c'est Ouais. vrai que j'écris beaucoup plus vite que quand j'écris au stylo. Par contre, si j'ai une idée qui me vient comme ça, là, j'écris au stylo. Mais quand je lis un livre, alors je lis en numérique et je lis en papier. Mais j'avoue que le papier, pour moi, ça reste, voilà, c'est l'indispensable. J'ai plusieurs bibliothèques. En fait, dans chaque pièce de ma maison, j'ai une bibliothèque. J'en ai partout. Ça déborde dans tous les sens et il faut que je m'en refasse d'autres d'ailleurs. Tenir le livre, sentir l'odeur, tourner les pages, pour moi, c'est quelque chose d'indispensable. Je ne peux pas m'en passer. Donc, j'avais quand même besoin que mon livre soit aussi en papier. Alors, dans l'auto-édition, il est en numérique, mais il est aussi en papier et tu peux le D'accord. commander en librairie aussi sur Dilicom. Donc, Mhm. parce que je suis passée par Librinova. D'accord. Donc, c'est vrai que tu as accès quand même à pas mal une bonne distribution. Donc, je les ai aussi en papier. Voilà. Donc, pour moi, c'était important quand même. Le papier, voilà, c'est irremplaçable. Et comment tu as travaillé avec ton éditeur? Alors, ça a été génial parce que je rêvais d'avoir un travail éditorial sur mes livres, qu'un professionnel me dise voilà ce que tu peux approfondir, voilà ce que tu peux améliorer. Et ce que j'ai aimé chez eux, c'est qu'ils n'ont pas voulu changer les choses en fait. C'est juste approfondir certains passages, me poser des questions sur certains personnages, me dire là tu peux appuyer plus, là tu peux faire. Rien n'a changé à l'histoire et c'est vraiment. On a retravaillé mon texte en collaboration. C'est pas ils m'ont dit ce qu'il fallait changer et j'ai changé. C'était vraiment un travail en commun, en collaboration. Et ça, c'était génial parce que j'ai appris tellement de choses en quelques mois. Et alors C'était justement, super. est-ce que ça a changé ta façon d'écrire pour le quatrième? Absolument. Je m'en suis inspirée, je m'en suis imprégnée totalement. Et les conseils qu'on m'a donnés, j'essaie de les appliquer pour mes prochains romans. Et ça, c'est super. Donc pour rien au monde, tu repasserais à l'auto-édition. On est bien d'accord. Bon, écoute, tant que je suis bien en maison d'édition, pourquoi ne pas continuer? Oui, après, rien, on ne sait jamais. Hein. Alors ta maison d'édition Mais est suisse, si je suis bien tout à renseignée. fait, tout à fait. Ils sont installés en Suisse. Pourquoi ce choix? Oui, c'est le choix parce que la ligne éditoriale te plaisait, tu les avais suivis et tu aimais ça. Ah ouais, ils sont vraiment très humains, extraordinaires, à l'écoute, en travail collaboratif, ils imposent rien. C'est vraiment le choix final et pour l'auteur.
Et il n'y a pas une semaine ou une journée où je ne les ai pas soit au téléphone, soit en message. Ils prennent soin de nous. Enfin, je suis très chanceuse, vraiment. Un auteur heureux, tu es, Oui, j'ai l'impression. absolument. Et est-ce que petite, tu écrivais déjà des romans? Alors, pas des romans, mais j'ai appris à écrire très très tôt en fait, en moyenne section, avant d'arriver même en grande section, je commençais déjà à écrire. Donc en fait, j'écrivais des histoires à mes doudous, parce que j'avais beaucoup de doudous, et du coup voilà, j'écrivais des histoires, mais voilà, c'était pas des romans, mais c'était des histoires courtes de princes, de princesses, de châteaux, de loups, voilà. Et tu Et les as ouais, encore? très tôt. Vous Non, avez- malheureusement, je les ai plus. Non, malheureusement, j'aurais bien aimé les conserver, mais non, je les ai pas retrouvés. Et la littérature jeunesse t'intéresse pas? De l'écrire ou de la lire? De l'écrire? Ah, je ne sais pas si j'en serais capable. Ouais, c'est pas quelque chose qui me tente, non. Parce que là, de plus en plus, on voit des auteurs littérature générale qui basculent vers la jeunesse, le monde de la jeunesse. Alors plutôt les ados, hein, on va dire. Donc, Ouais. toi, ça te tenterait... Non, tu ne saurais pas le faire, ça te ferait peur. Écoute, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si j'en serais capable et il faut que ça me plaise déjà et que j'ai envie d'y aller. Et là, pour l'instant, je t'avoue que ça m'attire pas trop. Ce qui serait intéressant de te voir, c'est dans un thriller. Il faudrait que tu essayes vraiment, parce que je vais aller Ah, lire le ça me polar, parce que tente. ça m'intéresse de voir, parce que je pense que tu serais pas mal quand même. Alors, c'est vrai qu'il y a des codes particuliers, Bien mais sûr. tu as quand même dans ton enquête, voilà, c'est une enquête tranquille, hein, on rassure tout le monde, hein, il n'y a pas de Oui. il n'y a rien, voilà. Mais non, non, je pense que ça serait très intéressant de te voir dans ce domaine-là, Et ça plutôt. me tente bien, ça me tente bien et j'ai beaucoup d'auteurs autour de moi qui me le conseillent également après avoir lu justement mon deuxième. Donc voilà, si jamais effectivement tu lis un de mes autres romans, commence par le deuxième parce que du coup, comme tu as commencé par Poussière d'étoiles, il vaut mieux commencer par le deuxième parce que tu vas retrouver certains personnages de Poussière d'étoiles qui ne sont pas dans le premier. Donc je te conseille de continuer par le deuxième. Et en plus, c'est le polar, donc ça tombe très bien. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que celui-ci est un peu un polar quelque part? Parce qu'il y a quand même une enquête du début jusqu'à la fin. C'est vrai, mais comme tu dis, c'est une enquête un peu, voilà. Bon, c'est vrai que j'essaye quand même de mener mon lecteur par le bout du nez et qui n'est la solution qu'à la fin. Mais je veux dire, c'est pas vraiment axé sur l'enquête pure, c'est plus sur les personnages et leurs liens, etc. Et c'est pas vraiment, pour moi, c'est pas un thriller, enfin, c'est pas un polar, c'est vraiment pas. Ça fait partie de l'histoire, mais pour moi, c'est pas le plus important. Et quel était le message principal que tu voulais faire passer dans ce livre, avec cette histoire? Alors, j'avais pas de message particulier, à part que j'aime en fait les femmes de caractère qui sont au-dessus de leur époque, c'est-à-dire qui vont aller au-delà de ce qu'elles peuvent faire, qui ont du caractère, qui s'affirment, qui vont pas se laisser dicter leurs lois parce qu'à cette époque, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Et moi, j'aime les gens qui sortent du cadre comme ça. Donc, j'avais envie de femmes fortes et voilà, qui se prennent en main, chacune à leur âge et chacune dans leur époque. Mhm. Oui. Et est-ce que tu vas faire un livre avec des personnages masculins uniquement un jour? Ah, écoute, je me suis jamais posé la question. Là, dans mon quatrième roman, il y a un peu les deux, encore. Il y a un peu les deux. Mais tu sais quoi, c'est une bonne idée parce que c'est vrai que de se mettre à la place d'un homme, au point de vue de ses sentiments, de ses réactions, etc., ça peut être super intéressant. Parce que c'est vrai que souvent, on voit quand des écrivaines font des livres sur les destins de femmes, elles ne se projettent jamais sur les destins d'hommes. C'est À ma vrai. connaissance, j'en connais pas de livre, ou alors je n'ai pas encore tout lu, ce qui est vrai, mais j'ai pas trouvé un livre où il y avait vraiment des destins de trois hommes. C'est toujours des destins de femmes. C'est quand même fascinant, ça. Je suis assez d'accord avec toi. Alors, est-ce qu'on a plus de mal à se projeter dans les réactions et dans les émotions des hommes, peut-être? Alors, on les a en film, ça existe en film, mais pas en Ouais. littérature. C'est quand même, là, je pense qu'il y aurait un truc à creuser, je crois. C'est une bonne idée. Écoute, je me le garde dans un coin de la tête. Frédéric serait capable de faire ça, je pense. Je sais pas, c'est ce qui vient les femmes en fait. C'est les mythes féminins. C'est la même chose aussi au cinéma. Je sais pas si vous avez remarqué, le début de ça, c'était un gros blockbuster, c'était Avatar. Et Oui. dans Avatar, c'est donc l'arbre est féminin. Ce sont les femmes un peu qui mènent. Et chose très étrange dans le cinéma américain, à la fin, le héros, le méchant, qui est quand même l'armée américaine, qui d'habitude est portée au pinacle, est tué par la flèche d'une femme.
Ça, c'est voilà. Et donc, il y a beaucoup de choses et tous les mouvements en ce moment, MeToo, etc., sont la réalité de la symbolisation qu'on utilise dans les livres avec les mythes féminins. Donc, il y a beaucoup plus de destin féminin en ce moment, de récupération de femmes qu'on a oubliées complètement, que ce soit dans les séries où on remet à jour les femmes qui ont aidé, tous ceux qui sont partis dans l'espace, par exemple, ou toutes ces femmes qui étaient dans la résistance ou en deuxième main, comme ça, et dont on ignorait jusqu'au nom. Bon, j'en ai trouvé une, là, je vous dirai pas laquelle, parce que j'ai très envie de travailler dessus. Mais c'est complètement dingue qu'elle ait disparu. Non, mais voilà, les piqueurs d'idées, il y en a partout. Mais pour les hommes, on a dit, il y a toute la mythologie grecque et latine. Hein. Il y avait oui, voilà, ça fait longtemps qu'ils ont le destin et tout ça. Donc, en fait… c'est un bon sujet pour Linda, quand même, les 3 destins d'hommes, à retenir. Ah, c'est pas mal. Non, mais je le garde dans un coin de ma tête. Merci, Nadège. 3 dessins transgenres. Oui, aussi. Et ça a été pourquoi pas Parce que c'est aussi dans notre, je veux dire, dans notre époque, c'est un phénomène très important et on en parle maintenant parce qu'on peut opérer, mais je pense qu'autrefois on ne pouvait pas et que c'était une très grande souffrance et aujourd'hui c'est quand même quelque chose dont on peut plus parler. Mais il y a un livre dans cette rentrée littéraire qui parle de ça, Dufresne, je ne connais plus son prénom, c'est chez Belfond, c'est Dufresne Lamy qui a écrit sur le transgenre. C'est là, ça vient de sortir. Mais il y a beaucoup de choses qui sortent. Alors, revenons à Linda, parce qu'il y a des questions quand même. Alors, il y a Florence qui voudrait savoir comment tu construis tes romans. Est-ce que tu fais un plan ? Alors oui, je commence par faire un plan dans ma tête. Alors, je n'ai pas forcément tout le dénouement, etc., mais j'ai le début, le milieu et une idée de la fin. Donc, je ne le suis pas forcément quand je suis après vraiment dans le rituel d'écriture, mais j'ai besoin de poser des bases et de savoir un peu où je vais quand même si des fois je m'en détourne un peu. Je préfère quand même faire un plan au moins sur les grands axes, en fait, pour vraiment rester dans le cadre. Ouais. Je vais rajouter une question subsidiaire. T'en détournes un peu, c'est toi ou c'est tes personnages qui t'entraînent ailleurs ? Alors, ça dépend. Des fois, c'est moi et puis des fois, c'est mes personnages. Et voilà, ils s'éclatent tout seuls, en fait. Ils font leur vie et puis moi, je me laisse absorber par eux et puis je les suis. Et puis, des fois, je vais dans des directions auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Et ça, c'est génial. Ah oui, ça, c'est sûr que c'est le bon moment. Quand on a la fièvre, tout d'un coup. Exactement, qu'on n'arrive plus à s'arrêter. D'ailleurs, c'est encore Florence qui demande comment tu choisis tes sujets. Alors, est-ce que c'est un personnage qui vient, un sujet en lui-même, un thème ? Ça dépend des romans. Le premier, ça a été assez évident aussi parce que j'ai mis beaucoup de moi. Donc, il y a beaucoup de fiction, mais il y a une grosse part de moi. Donc, ça m'a aidé aussi pour écrire ce premier roman parce que c'est quand même plus facile. Donc ça a été plutôt évident. Le deuxième, c'est plus parce que je m'étais attachée à l'un des personnages, ce qui m'arrive fréquemment. J'adore m'attacher aux personnages quand je lis des livres. Donc je me suis attachée à un de mes personnages, donc j'ai souhaité vraiment continuer sa vie dans une autre histoire plus personnelle, mais en ayant toujours en toile de fond certains personnages de mon premier roman. Et par contre, ce troisième roman, il m'est venu en rêve, en fait, pendant que je dormais. D'ailleurs, ça m'a réveillée. Voilà, j'imaginais plusieurs époques, un crime, une action, des liens. Et ça m'est venu comme ça. Et du coup, j'ai commencé en me réveillant à écrire sur un papier ce qui me venait en tête. Après, ça peut être une amie, une discussion, un inconnu que je croise et qui me fait penser à quelque chose. Ça peut être plein de choses. Je m'inspire vraiment de tout ce qu'il y a autour de moi. D'accord. Et d'ailleurs, je vais rajouter aussi à quel moment ? Est-ce que c'est quand tu sais que le livre va être publié, quand il sort, c'est à quel moment que le suivant arrive ? Alors, pour le quatrième, par exemple, j'ai commencé à l'écrire quand le troisième est sorti. Parce que même peut-être un petit peu avant, non, je te dis des bêtises, un peu avant, en fait, j'ai attendu d'avoir retravaillé avec la maison d'édition mon troisième roman parce que j'avais vraiment besoin d'être concentrée et vraiment à fond dans ce travail il y a trop de lumière, dans ce travail éditorial. Donc, je n'arrivais pas à écrire en parallèle. Et par contre, dès que j'avais fini ce travail, là, je me suis mise à écrire peut-être 15 jours avant que le livre sorte. J'ai commencé à écrire le quatrième. Ouais. J'ai quand même besoin d'avoir mis un point final au projet
pour me lancer dans un autre. Il y a des auteurs qui arrivent à écrire plusieurs livres en même temps. Moi, je ne sais pas faire. J'ai vraiment besoin de mettre un point final à mon histoire pour me lancer dans une autre. Pas beaucoup, hein. Plusieurs livres en même temps, c'est compliqué, hein. J'en ai quelques-uns autour de moi qui arrivent Ouais. et vraiment, j'admire parce que moi, je ne sais pas faire. Moi, je trouve que c'est un peu comme les histoires d'amour, hein. Plusieurs histoires d'amour à la fois, c'est compliqué à mener, Ah oui, hein. là, ça devient compliqué. Ça, j'ai jamais essayé. Ben, c'est un peu pareil avec les... hein, c'est quand même un qui prend le et puis qui tout d'un coup éclipse les autres. Par contre, peut-être on peut parfois en corriger un pendant qu'un autre arrive. Enfin, peut-être, voilà, qui se croisent peut-être. Alors, qu'il y ait des idées qui arrivent, oui, mais vraiment que je me mette à commencer, il faut vraiment que j'ai terminé le précédent. Alors justement, il y a cette question d'espace parce que tu dois gérer le fait de travailler et d'avoir un boulot, j'imagine, prenant. Et puis, l'espace d'écriture qui n'est pas seulement l'espace temporel ou même l'espace physique, mais l'espace dans la tête. Comment tu fais ça? Justement, c'est ce que j'expliquais à Nathalie tout à l'heure. En fait, j'ai vraiment besoin que toutes mes contraintes du quotidien soient derrière moi parce que voilà, je travaille la journée. Oui, j'ai entendu ce que tu expliquais à Nathalie, mais ça ne m'a pas suffi en fait. Ah, alors dis-moi ce qui te manque. Parce que je dis, elle dit ça, ça a l'air simple comme ça. Mais en fait, les contraintes du quotidien ne sont jamais complètement, elles ne se taisent complètement, pas complètement, enfin, c'est pas possible. Et surtout, il y a un rythme. Enfin, je veux dire, tu te lèves, tu vas au boulot, machin, tu rentres, tu as des trucs à faire. Donc, soit tu dors 3 heures par nuit ou 4 heures par nuit. Alors, je vais y venir. Véronique Ovaldé faisait ça. Elle se levait à 4 heures du matin. 3 heures Écoute, je dors 4 à 5 heures par nuit. Donc, effectivement, j'ai beaucoup de temps pour moi une fois que tout le monde est couché. Exactement. Donc, pour ceux qui sont en train de nous regarder et qui dorment 8 heures par nuit, sachez-le, soit vous écrivez, soit vous avez un boulot. C'est ça. Pas forcément. Voilà, exactement. Ça. Non, mais c'est ça, parce que moi, je me souviens quand même quand j'étais journaliste à la télévision, c'est un truc chronophage, il y a 0 place. Et le seul moment où j'écrivais, c'était l'été, parce que les émissions s'arrêtaient, puis on avait 2 mois, quoi. L'espace, il est compliqué à aménager. Ou alors, c'est une vraie discipline. Il y a aussi ça, il y a aussi la vraie discipline. Ah, il faut une discipline. Moi, je suis quelqu'un de très, très organisé, de très carré. J'ai besoin que les choses soient organisées, carrées, sinon, j'y arrive pas. Je ne suis pas très spontanée. J'ai besoin d'organiser les choses quand même autour de moi. Donc, et j'ai besoin de calme. Je ne peux pas écrire en musique. Je ne peux pas écrire si j'ai du bruit autour de moi. J'ai vraiment besoin d'être seule. Et que je n'ai plus rien en tête à part mon imagination et le fait d'écrire. Donc, c'est vrai que j'écris beaucoup entre, on va dire, minuit et 2 heures ou 3 heures du matin. C'est vraiment un créneau qui est pour moi indispensable. D'accord, ok. Créneau où les enfants sont couchés en général. Ah oui. Même l'homme est couché. Tout le monde est couché. Alors, il y a une autre question. Alors, je crois que c'est quelqu'un qui te connaît un peu, c'est Sylvie, qui dit « Mon éternelle question pour Linda, moi qui connais son autre job, comment fait-elle pour trouver le temps d'écrire ?» Eh bien, voilà, nous avons répondu, voilà, Sylvie. je ne dors pas. Voilà. Qui est-ce qui disait je ne dors plus, je ne dors pas, mais quand je ne dors pas, je fais de si beaux rêves. Oh, ouais. C'est joli. Je sais pas c'est joli, il faut le retrouver. Je ne sais plus, je ne vous citerai pas l'auteur, mais voilà. Dans l'autre question, il y a, quand on travaille, il y a aussi la réaction de l'entourage. La réaction de l'entourage, elle est diverse et variée. J'ai le souvenir d'un prof de faculté qui m'avait dit, il avait sorti son livre à la blanche chez Gallimard, c'était un sacré truc quand même. Ah oui. Il a glissé très gentiment dans les casiers de ses collègues un livre pour chacun. Et il n'y a aucun de ses collègues qui lui a dit merci, ce qu'il pensait du livre. Et voilà, donc ça a été un silence radio total. On est parfois surpris de la réaction de l'entourage, mais parfois aussi elle est bienveillante. Comment ça se passe pour toi ? Alors écoute, je m'étais posé la question quand j'ai écrit mon premier roman, est-ce que je prends un pseudo ou pas ? Et puis à la fin, je me suis dit, oh, puis non, j'assume, voilà. J'en parlerai à mes collègues, à mon patron, il n'y a pas de souci. Donc, je leur en avais parlé avant qu'ils sortent. Ils avaient l'air très enthousiastes. Donc, je me suis dit, bon, je croise les doigts. Et puis, en fait, j'ai eu de la chance, c'est qu'à mon travail, c'est vraiment… Enfin, mes collègues, c'est mes amis, quoi. Ils sont vraiment… je suis très entourée et c'est des gens sains.
et compréhensif. Donc, du coup, ils ont bien compris que c'était une passion pour moi. J'ai bien dit à mon boss que je ne comptais pas arrêter de travailler, hein, que c'était une passion, qu'il ne s'inquiète pas. Donc, je l'ai rassuré là-dessus. Et puis, il m'a même lui-même demandé d'organiser une séance de dédicace à la sortie de mon premier roman. Il y avait la moitié de la boîte qui était là. J'avais fait un goûter. Je sais pas, il y a 80 livres qui sont partis, quoi. C'était énorme. Formidable. Donc, autant quand vous écrivez, autant bosser dans une boîte où il y a 2500 personnes, comme ça vous avez déjà 2500 ventes assurées. Alors, on n'est que 200, hein, mais bon. Ah oui, ah oui, alors tu as encore des encore collègues une à marge. gagner, là. Ouais. Elle est là. Euh, comment, comment tu t'es aperçu que est-ce que tu as d'abord écrit, puis tu t'es aperçu que tu étais en train d'écrire et que c'était intéressant, ou est-ce qu'il y a eu d'abord une période de désir d'écrire sans aller jusqu'à le faire? Ah oui, absolument. Quand j'ai commencé à écrire mon premier roman, je ne pensais pas du tout roman, publication, auto-édition, je ne savais même pas ce que c'était. Donc non, j'avais vraiment pas cette idée en tête. J'avais écrit pour moi à la base. Et puis à la fin, j'ai dit à mon mari, tu veux le lire? Alors, il lit jamais, hein. À part des mangas, il lit rien du tout. Donc il a fait un gros effort en lisant mon livre. Il a adoré. Il m'a dit, écoute, t'as qu'à l'imprimer pour les amis, pour la famille, ça leur fera plaisir. L'histoire est sympa. Je pense qu'ils vont aimer. Donc j'ai commencé, j'ai imprimé, j'ai fait des beaux petits books, j'ai donné à mes amis, à ma famille. Et tout le monde m'a dit, écoute, je l'ai lu pendant mes vacances, ou je l'ai lu, je me suis détendue, j'ai ri, j'ai été émue. Donc je me suis dit, waouh. Alors ils m'ont dit, bah, pourquoi pas tenter le milieu d'édition. Et puis j'ai commencé à regarder sur Internet et tout. J'ai vu que c'était assez long comme processus pour se faire, déjà pour trouver un éditeur, parce que le temps d'attente sur des réponses de livres, ça peut prendre 6 à 12 mois, donc c'est hyper long. Plus après la publication, je me suis dit, ils m'ont tellement motivée que je voulais que ça se fasse rapidement. Donc, je me Et tu suis dit, n'avais pas cette tentation d'envoyer, parce que la tentation quand tu as fait 200 ou 250 pages, c'est quand même de savoir ce qu'en les éditeurs en pensent. C'est envoyer par la poste et puis avoir la réponse. Ouais. Écoute, le temps m'a manqué. Vraiment, j'avais envie de faire D'accord. quelque chose dans les mois qui suivaient. Je savais que je ne pourrais pas le faire si j'attendais les réponses qui pouvaient prendre un an. Voilà. Donc, je me suis renseignée un peu. J'ai regardé un peu les auteurs en auto-édition. Je me suis dit, ça a l'air pas mal. Après, je ne voulais pas me lancer non plus toute seule. Donc, je me suis tournée vers Librinova. Je trouve que c'est un bon compromis pour l'auto-édition parce qu'il t'aide quand même pas mal. Voilà, je ne voulais pas non plus être trop toute seule, tout en prenant moi-même mes propres décisions. Donc, ça m'a paru un bon compromis. Mais alors, on va aborder le truc qu'on n'aborde jamais, parce que moi j'aime bien, comme je suis une ex-journaliste, j'aime bien aller vers ce qui Ouais. fâche. On n'est quand même pas payé pareil quand on autopublie. Ah, c'est le jeu. Ah bah oui. Ouais, malheureusement, c'est sûr que tu es mieux payé en auto-édition. Après, euh, c'est une balance à faire parce qu'effectivement, tu es mieux payé en auto-édition, mais tu es peut-être moins bien référencé. Tu n'es pas forcément en physique dans les librairies. Donc, tu touches moins de gens. Après, voilà, c'est une contrebalance à faire dans le sens où effectivement, tu gagnes moins quand tu es dans une maison d'édition, mais tu as peut-être un meilleur référencement, de la pub, de la communication d'une maison d'édition que toi, tu ne peux pas faire également non plus. Ils ont aussi leurs lecteurs. Donc, ça t'ouvre plus de portes, peut-être dans plusieurs pays, ce qui n'est pas le cas en auto-édition. Donc, voilà, c'est un choix à faire aussi de ce côté-là. Après, pour ma part, il y en a qui en vivent. Moi, c'est pas mon cas puisque je travaille à côté. Donc, c'est pas ce que je recherche. Je ne veux pas gagner des milliers et des cents. Je veux que les lecteurs soient embarqués par mes histoires et en toucher le plus possible. Voilà. Mais c'est pas être bien payé, c'est pas ce que je cherche. Mais je trouve que les auteurs méritent vraiment d'être mieux payés que ça. On est bien d'accord On est là-dessus. d'accord. C'est quand même Qu'est-ce eux que qui tu écrivent penses? le livre. On écrit le livre. Qu'est-ce que tu penses du statut des auteurs d'ailleurs? Tiens, c'est intéressant. Franchement, je trouve qu'il y a du boulot, hein, parce que C'est vrai. honnêtement, c'est ignoble. C'est nous qui écrivons le livre et c'est nous qui Inexistant. touchons la part la plus petite. Donc, je Ouais. trouve ça inadmissible. Oui, oui, en fait, c'est assez. Il y a eu quand même pendant des années, quand un éditeur te donnait la chance de publier, c'était presque comme si tu disais des gros mots, si tu te demandais combien tu allais être payé. Je me souviens de ma première éditrice à qui j'avais demandé, mais après la Valoir, qu'est-ce qui se passe? Combien je gagne? Et regardé. Je lui ai dit, c'est la première fois que je bosse gratos, parce que j'avais passé 8 mois à écrire ce bouquin. Et elle m'a regardé d'un air totalement indigné. Mais enfin, genre, tu as la chance d'être publié, que veux-tu de plus? Mais bon, ça a beaucoup changé, évidemment, maintenant. Mais quand même, il y a ce truc. Ah, il y a encore du travail quand même, hein. Ouais, il y a énormément de travail. Euh,
Florence, espérez-vous aussi avoir des lecteurs suisses? Mais je pense qu'elle en a des lecteurs suisses. Eh ben, j'ai cette chance maintenant parce que je suis dans plein de librairies en Suisse, dans les Fnac, à Payot. C'est extraordinaire. Et en physique, les gens, ils viennent, ils m'achètent, ils me trouvent tout de suite. Ça, c'est inespéré. Eh bien, je n'ai plus de questions, chère Linda. Si, moi, j'en ai une. C'est quoi le sujet du prochain? Ah, pardon. Bah, je peux en parler parce que j'en ai un peu parlé sur mes réseaux sociaux. En fait, ce prochain roman va parler de encore différents personnages qui vont se croiser lors d'un road trip dans les îles Lofoten en Norvège. Et voilà, il va leur arriver plein de choses. C'est quoi le nom des îles? Îles Les îles Lofoten. Lofoten. C'est un truc où on t'est jamais allé. Non, ah bah, ça, C'est dans le nord. C'est le nord. Il y a de belles aurores boréales là-bas. Ah, Oui, oui, et puis bientôt, il va faire 25 degrés. oui, bien sûr. Ah bah oui, on n'en est pas loin. Hein. Oui, oui. On m'a dit récemment que le bon endroit pour acheter une maison, c'était l'Écosse. Ah ouais, ils sont sympas les Écossais. Puis il y a du bon whisky aussi. Bon, Voilà, c'est tout de suite. moi, j'aimerais bien savoir si Linda a un conseil lecture à faire à nos amis qui nous écoutent. Ah oui, bah là, j'ai profité de mes vacances, j'ai lu beaucoup. Je vous parlais tout à l'heure de Virginie Grimaldi, qui est mon auteur de feel good préféré. J'ai lu son dernier bébé, qui a été un coup de cœur pour moi. D'ailleurs, ça devient mon préféré de tous ses romans. Il s'appelle Et que ne durent que les moments doux. Et il raconte l'histoire en fait en parallèle de deux femmes, une qui va accoucher trop tôt d'un petit bébé prématuré et l'autre qui voit ses enfants partir de la maison, partir du nid et vivre leur vie. Et ces deux parallèles, vraiment, ce livre est rempli d'émotions. Je vous le conseille fortement. Et j'ai lu un deuxième roman, un coup de cœur que j'ai adoré aussi. C'était le premier roman que je lisais de cet auteur qui s'appelle Anne-Gaëlle Huon et qui a écrit un livre qui s'appelle Les Demoiselles. Qui parle des hirondelles, ces couseuses d'espadrilles. C'est des histoires incroyables et ça a été un vrai coup de cœur. Donc, je vais continuer à découvrir cet auteur avec grand plaisir. Donc, ça, c'est pour le feel good. Et comme je disais à Nathalie, je lis aussi beaucoup de thrillers et mon auteur préféré, c'est Maxime Chatham. Je vous conseille vivement sa trilogie du mal qui est une tuerie. Alors, comme tu aimes les policiers, les intrigues, moi j'ai ressorti un livre qui s'appelle Intuition de Dominique Diens. Ah, je ne connais pas. Si tu aimes les films de Superbe Chabrol, auteur. si tu aimes les films de Chabrol, notamment La Cérémonie, un film que j'ai adoré, tu vas adorer ce livre. C'est une histoire de famille aussi, une famille bien sur tout rapport, la famille Royer, qui a une belle situation, une belle maison, de beaux enfants. Et un jour, leur fils aîné leur envoie un message. J'ai mon chien qui s'excite, là, il y en a marre. Pardon. Et pour leur dire qu'il va se marier. Et la mère, elle a un problème avec cette fameuse gala qui va rentrer dans la famille. Donc, elle va mener une enquête qui va devenir une obsession. Et du début jusqu'à la fin, il y a un suspense à couper le souffle. Et c'est aux éditions Pocket. Ça s'appelle Super auteur, Dominique Diens. Il ne faut pas lire que celui-là. Merci pour le conseil parce que je ne connaissais pas du tout. Et alors moi, comme tu aimes les maisons, je vais te proposer celui-là. Ah, on voit pas le titre. C'est quoi? La maison du retour. Ah oui. La maison du retour de Jean-Paul Kaufmann. Quand il revient d'avoir été otage, il veut être ailleurs. Et donc, il ne va plus être dans cette maison. Il avait une maison ailleurs. Et là, il achète une maison dans les Landes. Et il va assister à toute la rénovation de sa maison. Et il s'installe sur le lieu de la rénovation. Alors, il y a des moments absolument truculents où il désespère le type de l'agence immobilière parce qu'il ne veut jamais des maisons qu'il lui propose. Et il le vexe même parce qu'il va trouver une maison à laquelle l'autre ne s'attendait pas du tout. Et après, il y a tout ce parcours où il revient sur ce moment où il a été otage, où c'est une sorte de réparation en fait. Donc, voilà, ça n'est pas un livre récent, mais j'aime bien les livres pas récents parce que ça permet de rappeler que ce n'est pas comme la nourriture, il n'y a pas de date de péremption, ça se lit très bien 15 ans après. Ça dure toute la vie. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier livre de Jean-Paul Kaufmann qui s'appelle Venise à double tour. Ce sont sur les églises fermées de Venise et c'est magnifique et je crois que c'est aux éditions Équateur et c'est vraiment très intéressant. Oui, c'est un superbe auteur. Voilà. En tout cas, nos amis lecteurs peuvent aller en librairie, demander à leur libraire Poussière d'étoiles aux éditions Lémar, qui est sorti le 3 juin. Je vous le montrer d'ailleurs, vous ne voulez pas me montrer. Ah, ben voilà, physiquement. Bouge pas trop, ce qu'on ne voit pas trop. Voilà. Ah, là, ça va, tu vois bien. Donc, aux éditions Lémar, il est sorti le 3 juin. Parfait. Voilà.
Donc, dans toutes les librairies. Et pour ceux Toutes les qui librairies. veulent l'acheter cette nuit, qui sont insomniaques comme Linda, vous pouvez aller sur le site unendroitualler.com. Vous avez sur la page auteur de Linda et vous avez acheté le livre. Donc, vous allez être redirigé sur des librairies indépendantes pour acheter le livre. Demain, nous ne nous retrouvons pas. Mais par contre, nous allons nous retrouver mercredi. Une soirée un peu particulière, parce que je crois qu'on ne l'avons jamais fait ça. C'est une édition. Alors, nous avons déjà fait une émission spéciale maison d'édition, mais là, il y aura une double animation. Alors, je vous explique. Nous allons recevoir les éditions aux Forges de Vulcain. Donc, il y aura une première partie où j'aurai l'honneur d'interroger David Meulemans, je ne sais pas si on prononce comme ça, qui est le président des éditions aux Forges de Vulcain. Et dans la seconde partie, nous allons rentrer dans la rentrée littéraire où nous aurons la chance d'avoir Gilles Lemarchand qui a sorti un magnifique roman qui s'appelle Requiem pour une Apache. Et ça sera Madeleine Renaud de la librairie Isler Even à Metz qui sera la deuxième intervieweuse. Voilà, donc ça sera mercredi 26 août à 19h. Mesdames, je vous souhaite une belle soirée. Longue vie à ton roman, Linda. Merci d'avoir Merci beaucoup, merci à vous. C'était un plaisir. Merci à tous.